qui est sur le point d'être présentée. Ce n'est pas le procès de la CMM qu'on fait ici. Je demandais si la digue allait être reconnue. Je comprends par vos propos qu'elle le sera. L'impact de telle digue sera reconnu dans la version finale du règlement? Ça a été mentionné dès le début de la procédure. Oui, mais ce n'était pas dans le règlement. Justement, le règlement n'a pas été dicté. Celui qui était en consultation, il ne le prévoyait pas. Je vais vous amener complètement ailleurs. L'azote ammoniacal, il y a eu des nouvelles normes qui ont été soumises aux municipalités dans les dernières semaines, derniers mois. C'est tout récent. Et beaucoup de municipalités qu'on a rencontrées sont très inquiètes parce que ça impliquerait, pour respecter ces normes, des mises à jour substantielle des usines d'eau potable. Je ne mentionnerai pas la ville, mais une usine seulement. La mise à jour est estimée à 2 milliards de dollars. Si on fait la multiplication des municipalités du Québec, c'est ça, on n'a pas les moyens, ni les municipalités, ni le gouvernement, de soutenir une telle transformation. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la flexibilité dans l'atteinte de ces nouvelles normes d'azote ammoniacal? Le passé sur notre capacité d'ajuster notre réglementation, notamment au niveau des PFAS, et elle a tout à fait raison de se questionner là-dessus. Le gouvernement du Québec travaille en collaboration avec les municipalités, les appuis au niveau du financement de leur usine de filtration. Donc, sans entrer ou sans préciser un contaminant ou une problématique particulière, je vais résumer mon propos en disant que le gouvernement du Québec travaille en collaboration à ce niveau-là pour s'assurer que les normes soient respectées et que les normes soient justifiées. Lorsque des investissements qui sont nécessaires, il y a des sommes aussi qui sont disponibles. Et pour ce qui est du 2 milliards en question, j'ai une information qui rentre à l'instant. C'est un coût de construction pour une usine en entier. Là. Donc, ce n'est pas une modernisation du site. Pour ce qui est du coût supplémentaire là, par rapport au niveau là, et là, c'est un défi de prononciation pour l'azote ammoniacal. On parle que ça représente moins de 10 là, du coût de construction de l'usine en question. Ce n'est pas du tout les chiffres qu'on a eus et vraiment, les gens qui opèrent ces usines-là nous ont dit que c'était des mises à niveau majeures. D'ailleurs, la dernière usine qui a été inaugurée, celle de la Ville de Montréal, ne peut pas respecter cette nouvelle norme-là. Donc, ça implique que cette nouvelle usine, toute neuve, devra déjà être modifiée si on l'oblige à respecter ces normes-là. Dans le cas de cet élément-là, et je ne parlais pas de 10 et je suis convaincu, je le crois sincèrement, que la collègue va toujours être d'accord pour que l'on protège les citoyens, citoyennes et qu'on s'assure qu'ils boivent une eau de qualité. Donc, ça peut représenter c'est des rejets, c'est pas de l'eau potable. Je m'excuse. On parle de rejets, pas d'eau potable ici. Au niveau des rejets, c'est la même chose. Est-ce qu'on a les moyens de payer des milliards et des milliards et des milliards pour... Est-ce qu'on peut les investir autrement? Je vais aller ailleurs poser une dernière question. C'est à 17, hein? Je me rends? Vous restez 3 minutes 30 secondes. OK, j'ai quand même du temps. Donc, l'enjeu ici, c'est de savoir si c'est tous ces milliards-là que ça prendrait pourraient être investis autrement, peut-être pour atteindre les mêmes normes, mais sans les mettre dans de telles usines. Si jamais on devait conclure qu'il faut aussi des sommes importantes pour traiter les PFAS, est-ce que la collègue me dit qu'il ne faudrait pas investir ces sommes-là? Donc, le ministère de l'Environnement est là pour justement mesurer le risque et voir comment mitiguer ce risque-là. Dans certains cas, il y a des investissements qui sont nécessaires, que ce soit pour le type d'azote en question ou les PFAS. Et la collègue me pose régulièrement des questions sur les PFAS. Donc, éventuellement, il y a peut-être une réglementation qui sera développée qui va nécessiter des investissements, mais si c'est pour préserver la qualité de notre eau, pour assurer la santé de nos populations, on conviendra que c'est important là, de les faire, ces investissements-là. Je viendrai sur les PFAS ultérieurement, pas aujourd'hui, à un autre moment, et je vous ferai une proposition bien constructive à ce sujet. Je vais vous poser une question plutôt philosophique pour terminer. Il me reste encore quelques 2 minutes. 2 minutes et demie. 2 minutes et demie.
On a tous vu dans les médias Olivier Primo qui est venu faire une tournée à l'Assemblée nationale, parler de l'eau potable, mais de façon générale, vous pensez quoi de votre côté qu'un privé puisse prendre possession de sources d'eau douce au Québec comme ça, de façon aussi importante? Il y a malheureusement beaucoup d'inexactitudes dans les propos tenus par M. Primo et je vois qu'il a, avec le temps, adapté un petit peu son discours. Dans les premières publications sur les réseaux sociaux, il disait détenir 30 % de l'eau douce au Québec. C'est faux. L'eau est un bien collectif, donc il n'y a aucun individu ou entreprise qui est propriétaire de l'eau. C'est important de le mentionner. Ça, je crois qu'il ne le dit plus, parce que je crois qu'il a été averti que les affirmations étaient erronées. Ce que l'on peut détenir, ce sont des permis pour capter de l'eau. Mais ces permis-là ne sont pas accordés automatiquement, ils ne sont pas éternels. D'ailleurs, un certain nombre des permis détenus par l'entreprise de M. Primo sont expirés. Donc, il ne peut pas prendre pour acquis qu'ils seront renouvelés ou qu'ils sont valides. C'est complètement faux. Donc, il y a des autorisations qui sont nécessaires, des autorisations qui sont accompagnées de conditions précises, mais je réitère, l'eau est un bien public. 1 minute, Madame la députée, pour une dernière, 48 secondes pour une dernière question. Donc, il parlait de droits, effectivement, d'accès. Et parlant de ces droits, les redevances de l'eau, on a, selon les réponses particulières, reçu 8 millions seulement pour 1,1 milliard de litres puisés. Est-ce qu'on atteint les objectifs qu'on s'était donnés pour le fonds de l'eau? On se souvient d'une transformation majeure à ce niveau-là. Les redevances sur l'eau n'avaient pas été ajustées depuis de nombreuses années à travers notre projet de loi qui a été adopté là, il y a 1 an et un peu plus peut-être. On est venu augmenter ces redevances-là de 900 %. Un calcul savant auquel le collègue a participé d'ailleurs. Donc 900 % Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je suis désolée de vous couper. Ceci met fin au bloc avec